la prochaine présentation, nous allons parler de l'IA, l'utilisation de l'IA pour détecter des anomalies liées à la cybersécurité industrielle. Et Thomas Anglade, donc Head of AI de la société B. Alors Sekiot, si je prononce bien, c'est ça, va venir vous présenter tous les détails de sa solution. C'est assez passionnant. Je vous laisse la parole, Thomas. Bien bonjour tout le monde. Donc voilà, un quart d'heure pour essayer de vous expliquer ce qu'on fait en IA. Donc on va faire au plus efficace. Je vais vous présenter un peu la manière dont on utilise l'IA pour détecter des anomalies liées à la cybersécurité industrielle. Donc nous, ce qu'on fait avec l'IA, c'est qu'on lève des anomalies, donc des comportements qui sont anormaux, surprenants dans des réseaux industriels. Très rapidement, Sekiot, c'est une solution de cartographie, d'analyse des vulnérabilités et de détection des menaces qui est 100% française et qui travaille sur du système industriel. Voilà. Donc voilà, en un quart d'heure, le but c'est de vous montrer un petit peu nous comment on a travaillé en termes de R&D pour avoir une IA qui soit pertinente en cybersécurité, quels sont les grands principes sur lesquels on s'est basé et quels sont les challenges qu'on a rencontrés. Une petite introduction rapide pour vous expliquer, pour motiver tout ça en fait, et vous expliquer pourquoi on utilise de l'IA en cyber. Et ensuite, voilà, les grands principes, les challenges que nous on a rencontrés pour mettre au point ces systèmes-là et ce sur quoi on travaille au quotidien en R&D. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise de l'IA en cybersécurité industrielle? L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de plus efficace que la mise en place de règles. Si on regarde des flux, comme un flux comme celui qu'on voit ici, qui est un historique de communication entre deux machines, qui est le nombre de paquets qui sont échangés dans le temps, on voit qu'il y a un pattern, c'est clair qu'il y a un pattern, il y a de la régularité, il y a de la cyclicité, il y a des choses qui se reproduisent dans le temps. Si on zoome, alors je pense que vous voyez un petit peu quand même, si on zoome sur cet historique-là, de nombre de paquets échangés entre deux machines, on voit qu'il y a des choses régulières, mais on voit qu'on aurait du mal à monitorer ça avec des règles qu'on appelle déterministes et des notions de seuil. Et c'est pour ça qu'on va utiliser de l'IA pour monitorer ces flux-là qui ont une part de variabilité. Un autre exemple, on a ici un autre flux par exemple qu'on voit là en orange. Si on voulait monitorer ce flux, c'est-à-dire le suivre dans le temps et détecter des déviations sur ce flux, sur ces échanges entre deux machines, il faudrait définir la fréquence des pics, la fréquence des creux, il faudrait définir la longueur des plateaux qu'on a ici en orange, définir toutes les variations possibles. Ça, on aurait du mal à le faire, en tout cas ça prendrait beaucoup trop de règles. C'est pour ça qu'on va le faire avec du machine learning. Voilà. Donc ça, c'est pour motiver, pour vous expliquer nous ce qu'on fait et comment on utilise le ML. Donc une fois qu'on a dit ça, les grands principes et le fonctionnement d'une IA en cybersécurité industrielle pour de la détection, c'est d'avoir une phase d'apprentissage où finalement on va collecter de la donnée. C'est toute la phase qu'on voit à gauche du trait en pointillé vertical rouge. On va collecter de la donnée, on va regarder un petit peu les patterns. L'algorithme, il va apprendre ces patterns-là, il va apprendre ces séries temporelles. Et une fois que l'apprentissage il aura été effectué, on va basculer dans ce qu'on appelle la phase d'inférence. Dans la phase d'inférence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le flux qui arrive et on va demander à l'algorithme à chaque fois de nous dire si ce flux-là il est cohérent avec ce qui avait été appris. Et si c'est pas le cas, on va lever une anomalie. Donc en termes de machine learning, pour ceux qui connaissent un peu, on est sur une tâche algorithmique qui est de la prédiction ou du forecasting ou encore de la série temporelle. C'est-à-dire qu'on va demander à un algorithme de prédire les prochaines valeurs. On va comparer ces valeurs avec ce qui se produit s'il y a trop d'écart, c'est-à-dire que ce qui se produit est trop différent de ce qui avait été appris. Là, on va lever une anomalie. Ça, c'est les grands principes. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc, quels sont les challenges qu'on a quand on veut mettre ça en place de manière automatisée sur des systèmes industriels? Le premier, ça va être de définir ce qui est apprenable. C'est assez logique, c'est trivial, mais on ne peut pas prédire ce qui est aléatoire. Si vous regardez ce flux-là, entre deux machines dans le temps, il y a clairement des choses qui se passent, mais c'est assez aléatoire. Et en fait,
à part mettre un seuil, borne haute, borne basse, et dire si ça sort de cet intervalle-là, on lève une anomalie, on ne va pas être capable de faire beaucoup mieux, et l'IA ici, elle ne va pas nous servir à grand-chose. La manière dont on le traduit, nous, c'est de dire qu'on a un score d'apprenabilité ici qui est proche de 0. Ça, c'est des choses qu'on va plutôt surveiller avec des règles de cartographie ou des règles sigma, donc avec d'autres techniques déterministes dans notre solution. Mais en tout cas, l'IA ne pourra pas nous aider ici. À l'inverse, de l'autre côté, on prend ici un autre flux qui est toujours constant, autre flux de communication entre deux machines, un paquet par seconde, toujours constant dans le temps. Là, à l'inverse, le score d'apprenabilité, il est de 100%. Idem, ce flux-là, on peut mettre une règle. Finalement, si ce que j'observe est différent de cette valeur, je lève une alerte, mais pas énormément d'intérêt pour l'IA et une apprenabilité qui est trop forte pour qu'on ait des patterns intéressants. Donc, la question, c'est de se concentrer sur les flux qui sont entre le 0 et le 100, sur lesquels on voit qu'il y a des choses, on voit qu'il y a des cycles, de la régularité, on va pouvoir apprendre des choses et on va pouvoir monitorer ça avec du ML. Deuxième challenge que nous on a, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage personnalisé. Notre objectif avec l'IA, ça va être de calibrer des modèles au sein de chaque réseau dans lequel la solution est déployée. Pour faire ça, on va surveiller ce qu'on appelle des métriques ou des features. On a vu juste avant le nombre de paquets par seconde. On peut penser à d'autres features, des choses qui sont très intéressantes à regarder dans l'industriel. C'est par exemple la durée intercession ou le temps maximal, minimal entre deux paquets. On va calculer ces features-là en cohérence avec l'aspect métier des flux surveillés. Le nombre de paquets par seconde, ça va être pertinent pour certains flux, pour certaines machines et pas pour d'autres. On va définir un ensemble de features calculées en cohérence avec la cartographie et avec le rôle des machines dans le réseau. On va aussi faire en sorte que l'utilisateur expert il ait un rôle dans ce processus de sélection des features. C'est lui qui va être capable de nous dire je connais mon réseau et le temps d'intercession il est pertinent pour tel flux et pas pour tel autre. Et ensuite notre challenge nous c'est de faire de l'apprentissage personnalisé, c'est-à-dire une fois qu'on a défini les features qu'on allait surveiller, les métriques qu'on allait surveiller et sur quel lien on allait les surveiller. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va entraîner les algorithmes de manière automatique au sein de chaque réseau. Ça veut dire qu'on ne fait pas de pré-entraînement, on ne déploie pas des algorithmes qui ont été pré-entraînés ailleurs, on ne fait pas de transfer learning, on va venir automatiquement collecter toutes ces données-là sur l'historique d'apprentissage et ensuite entraîner les modèles sur cet historique-là. Donc le challenge pour nous, ce sur quoi on a travaillé en R&D et ce qui est fait dans la solution, c'est automatiser ces étapes avec toutes les questions qui vont avec, c'est-à-dire collecter les données automatiquement, calculer les features qui vont être en input des algorithmes de machine learning. Comme on le voyait tout à l'heure, définir ce qui est apprenable, c'est-à-dire scorer tous les flux, être capable de dire celui-là est pertinent, il a de la régularité, il a de la cyclicité, il y a de la fréquence et mon utilisateur me dit qu'il a de la valeur métier, donc je vais pouvoir le surveiller avec du machine learning. Le quatrième sujet, c'est calibrer les algorithmes. Une fois que j'ai mes flux de données, mon historique d'apprentissage, mes données qui sont collectées, stockées, je vais automatiquement venir calibrer mes algorithmes. J'ai plein de questions qui se posent ici. J'ai des questions de performance, bien sûr, des questions d'efficacité computationnelle pour dire si j'ai 50, 100, 200, 1000 liens à surveiller, je ne peux pas entraîner un réseau de neurones par lien, par exemple. Il faut que j'ai des modèles qui soient pas trop gourmands en termes de performance et de ressources. Et une fois que j'ai fini cette phase de calibration, finalement, il me reste à choisir les seuils, c'est-à-dire la tolérance que j'ai au niveau de mon algorithme, à partir de quel écart entre ce qui est prédit et ce qui est observé, je vais lever une alerte. Ça, dans l'idéal, choisir ça aussi automatiquement, avec un input possible des utilisateurs qui ont de l'expertise métier. Et une fois que j'ai fait ça, finalement, je peux vraiment basculer en mode alerte et lever des alertes. Voilà, dernier point qui est crucial pour nous, c'est l'explicabilité. C'est des sujets dont on parle beaucoup
aujourd'hui en intelligence artificielle, fournir des alertes explicables. On ne veut pas que l'IA soit une boîte noire. On s'est concentré sur des algorithmes qui ont une certaine forme d'explicabilité, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre pourquoi ils ont pris leurs décisions. Pour nous, le challenge d'explicabilité, la manière dont on l'a résolu, c'est de dire que l'explicabilité, c'est 2 critères. Il y a un premier critère qui est l'explicabilité technique et algorithmique. C'est vraiment être capable de répondre à la question pourquoi est-ce que le moteur IA a sonné, et aussi donner une interprétation visuelle. On le montre ici là à gauche. J'ai un flux qui est une séquence d'événements dans le temps, et je dois pouvoir à tout moment, quand j'ai une alerte, visuellement interpréter le comportement qui a finalement dépassé le seuil de tolérance qu'on s'était fixé. Donc ça pose plein de questions sur le choix des algorithmes et leur ouverture. Encore une fois, sur des réseaux de neurones ou sur des modèles compliqués, on peut faire de l'explicabilité, mais c'est plus dur. Donc nous, on choisit des algorithmes qui nous permettent d'être capables de complètement comprendre ce qui s'est passé. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité métier. Cette fois-ci, c'est plus de l'algo, c'est plus du ML, mais c'est vraiment être capable de dire finalement dans quel contexte l'alerte a-t-elle été levée. On veut toujours être capable de basculer entre la partie intelligence artificielle, la partie machine learning et la cartographie et ce qu'on appelle le moteur d'analytics. C'est vraiment notre moteur qui nous décrit les flux et les interactions qu'il y a entre les machines dans le réseau. Et en termes de contextualisation, ce qu'on veut aussi être capable de faire, c'est comparer le lien qui a sonné, le lien sur lequel l'alerte a été levée, avec les autres liens. La question, c'est de dire quel était l'état du reste du réseau au moment où j'ai eu une alerte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On fait des démonstrations de tout ça au stand E1.9. Donc on peut vous montrer les algorithmes, comment est-ce qu'ils détectent des attaques et comment est-ce qu'après on peut rentrer dans le détail et un petit peu comprendre ce qui s'est passé. Voilà, je vous remercie et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci, explication brillante. Merci.